Alors, tout le monde a goûté à la petite vallée de Capelle, la petite boisson à la Camerise. Ça vous était servi avec 7-Up et glace. Ça aurait pu être Perrier, ça aurait pu être un mousseux à la pomme, même un mousseux sans alcool, ou tout simplement avec un champagne pour faire un kir. Je vais en profiter pour vous présenter une à une les bouteilles qu'on a, puis vous expliquer un petit peu les particularités. Alors ici, on a le Vent du Nord. Première boisson à être brassée chez nous, à la cerise. Alors, la photo sur le dessus, c'est vraiment une photo prise de chez nous, du verger, vers le lac Saint-Jean. Alors, on voit le lac Saint-Jean dessus. C'est une boisson de type Porto qu'on peut prendre en digestif avec de la glace, avec un forêt noir, avec du chocolat noir. C'est vraiment bon aussi. Il y a vraiment le bon goût de cerise, le goût de noyau et c'est vraiment une bonne boisson. Les Belles du Lac, liqueur de poire, à prendre en apéro avec les fromages brie, les bleus, ou encore au moment du dessert avec un dessert au chocolat noir. Ce qu'elle a de particulier, c'est que aussi, elle a été offerte au pape par le premier ministre Couillard lorsqu'il est allé en Europe. On a été sélectionnés, on a passé les entrevues de sélection avec le ministère des Affaires étrangères, puis notre produit a été sélectionné. On nous a demandé un panier, mais on ne savait pas à qui ça allait aller. Je suis allée livrer le panier, puis tout ce que je savais, c'est que la personne qui allait le recevoir, elle avait la dent sucrée. Et mon conjoint écoutait les nouvelles et il a vu notre panier remis au pape. Et après, ils nous ont mentionné, puis j'ai reçu une photo aussi avec le premier ministre Couillard et le pape avec les Belles du Lac. Alors ça, c'est ce qui est arrivé aux Belles du Lac. La Bénaki, boisson à la mélange. La mélange, vous l'avez vu dans les fiches, c'est comme une petite poire. Ça goûte la noisette. Alors, ça s'apparente plus à un brandy. On prend ça en digestif sur glace. C'est quand même une bonne boisson. On ne l'a pas fait participer beaucoup à des concours puisque c'est une édition limitée. On en fait environ 300 à 500 bouteilles. Tout au complet, on fait 8000 bouteilles par année à peu près, qui sont vendues une par une. La pomme de velours, c'est un cidre apéritif, c'est un cidre léger qui se compare un peu à un cidre de glace. Par contre, il est plus frais et plus léger, alors et moins sucré. Alors ça, c'est la pomme de velours. C'est le seul cidre apéritif au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque ça prend un permis de cidriculteur. On est les seuls à avoir ce permis-là. Alors, c'est la pomme de velours. On peut aussi le servir, c'est 17 % d'alcool. Puis si on veut faire un cidre encore plus léger, on peut acheter un petit mou de pomme non alcoolisé et le mélanger avec. Ça fait un petit pétillant cidre et ça devient après ça à peu près à du 7-8 %. Ça se prend facilement avec des fromages. Ça fait une belle entrée. Vallée de Capelle, celui que vous avez goûté, qui est vraiment savoureux. Si vous avez vu, c'est fruité floral. On n'a pas de référence de goût de la Camerise. Et le fait qu'il y a un support de pomme dedans, c'est intéressant puisque ça ne vient vraiment pas dénaturer la Camerise. La Camerise, c'est quelque chose qui est un petit peu acide. Alors, avec la pomme, là, ça fait vraiment un beau mariage et un bel équilibre. La Lady Annabelle, le plus, je dirais, surprenant dans le goût de nos produits. C'est une mistelle de prune aromatisée à la gadelle, groseille et raisin. C'est tous des fruits qui poussent chez nous. On a décidé de faire un mix comme ça. Ça a sorti une petite boisson qui a un petit pinch de surette, mais qui goûte le bonbon. Puis quand on dit goûte le bonbon, des fois on dit « Ah, c'est du bonbon, c'est du bonbon ». Non, 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 ça a un vrai petit goût de bonbon, pour vrai, vrai, vrai. Alors ça, c'est la Lady Annabelle. Et finalement, notre murmure d'automne, c'est vraiment le vin de mûre aromatisé aux framboises. Les framboises qui sont à l'intérieur, c'est des jaunes, des noirs, des pourpres. C'est des framboises très aromatiques. C'est un bon petit vin à déguster avec les charcuteries, par exemple. On a également le Bombix. C'est un pétillant. C'est vraiment la version pétillante de celui-là. Il est carbonaté. Alors, on a le Bombix. En tout, on a 8 boissons différentes. On ne sait pas pour le moment quelles seront les prochaines boissons qu'on brassera. Peut-être dans l'avenir, on va brasser d'autres choses. Je vous ai peu parlé de la Régie des alcools, que c'est un petit peu compliqué d'avoir les permis. C'est un petit peu compliqué aussi de
de mettre des nouvelles boissons en branle, c'est difficile. Ça nous prend tout le temps. On fait affaire, nous autres, on a des contrats de service avec des laboratoires privés. À chaque fois qu'on brasse une recette, s'il y a des échantillons qui sont pris, puis on envoie en analyse, après ça, ça revient. Alors, c'est tout le temps testé. À toutes les fois qu'on fait une étape dans nos boissons, c'est testé. C'est une demande de la régie, puis c'est correct comme ça. On sait que nos boissons se conservent, on sait que c'est filtration stérile, tout est bien. On a aussi, puisque nos boissons sont fortifiées, on a le fédéral. On a un permis au fédéral aussi. Les 2 paliers ont besoin de rapports. Ils ont des rapports mensuels, des rapports, c'est tout le temps. Alors, la charge d'une entreprise telle que la nôtre est très élevée au niveau de la paperasse, de la comptabilité et tout ça. C'est pas non plus facile de ce côté-là. Surtout quand on est des gens actifs comme nous, puis des gens qui aiment les produits, puis qui aiment les arbres, puis les fruits. On a peut-être un petit peu moins ça dans nous autres, la comptabilité. Hein? C'est moi qui ai fait la comptabilité avec une de mes copines. Fait que ça, c'est le moment un petit peu plus ardu pour moi, c'est la comptabilité. Fait que ça, c'est un peu ça. Ça a tout amené ça, l'entreprise, hein, puisque quand on était juste fruits et légumes, là, il n'y a pas grand comptabilité, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas... Hein, tu cueilles ta salade, puis tu avances sur le bord du chemin, puis c'est tout, là. Ça l'a amené plus Aussi, à l'entreprise, on fait du chocolat. On a des présentoirs de chocolat dans la boutique. Fait que c'est du chocolat noir qu'on transforme. On a toujours des belles bonbonnières. Je peux vous passer ça. De temps en temps, ça peut être des cupcakes, mais ça, c'est rare. C'est ma fille qui fait les chocolats, qui fait cette partie-là. C'est ma fille également qui fait le calibrage des boissons, les calculs, puis tout ça. Elle étudiait en sciences biomédicales dans les laboratoires. Fait qu'elle avait cette force-là. 1 an avant de finir son bac, elle a switché en médecine. Elle a gradué le 9 juin en médecine. Alors, elle continue toujours à être à l'entreprise quand même. C'est tout elle qui s'occupe que ce soit des étiquettes, des choses. Elle s'occupe de beaucoup de choses dans l'entreprise. Des fois, les gens me demandent si elle va continuer à l'entreprise, puisqu'elle va avoir un travail, elle va être très occupée, elle veut être chirurgienne, tout ça. Bien, dans la vie, on peut avoir plusieurs passions. On est l'exemple même qu'on peut avoir plusieurs... Oui, mais on peut avoir plusieurs passions. Il faut aussi, des fois, faire des choses pour sortir tout le stress qu'on vit. Fait que je pense que des fois, quand on a des passions vraiment différentes puis à l'opposé, ça fait évacuer notre stress puis qu'on peut se permettre de continuer par la suite encore mieux parce qu'on s'est payé du bon temps. Alors, nous, on a des serres aussi chez nous. Les serres, c'est plutôt comme des grands jardins couverts. On s'en sert, on fait pousser. Comme présentement, là, on mange des fèves, on a des gourganes, on a tout ça, ça a tout poussé en serre. C'est directement dans le sol, c'est planté en plasticulture et ça pousse, c'est arrosage automatique. On se met le plus de facilité possible. En n'ayant pas d'employés, il faut qu'on ait de la facilité à quelque part, il faut avoir le moins de charge de travail possible. Alors, c'est comme ça. Je peux quand même vous montrer les photos de cueillette de serre, comment c'est organisé. Et puis, vous allez avoir la belle photo de mon associé, mon frère unique. J'ai juste un frère, j'ai pas de sœur. Et j'ai juste un enfant, puis lui, il n'y a pas d'enfant. On vous dit-tu que la relève n'est pas grande, hein? Mes parents, ils ont juste un petit enfant, ma fille. Fait que ça s'arrête là. Fait que quand on dit c'est familial, c'est vraiment familial. On est vraiment tissé serré, puis c'est comme une famille italienne. Fait que je m'appelle pas Bianca pour rien. Hein? Ici, on a le local de transformation. On a besoin d'un local de transformation. Ça nous prend des cuves. Il faut embouteiller. On a un embouteilleur à Québec, tout ça. Si vous venez faire la visite chez nous, on passe à l'entrée du local. C'est tout vitré, on regarde au travers, puis là, on voit tout un peu l'équipement, comment est-ce que c'est. On a des tables de stainless, tout ça. C'est là qu'on fait le chocolat aussi. Alors, c'est un peu ça qui se passe chez nous. Puis, je vous ai parlé aussi qu'on fait des salons. On essaie de s'inscrire dans des salons pas trop gros non plus. On a essayé des salons plus gros, des salons plus petits, on a tout vu. On s'est rendu compte qu'on peut juste parler à 2-3 personnes à la fois. Quand même qu'il y a 50 000 personnes qui passent dans ce gros salon-là, on ne les rencontrera pas toutes. Et si on veut continuer dans la ligne d'idées de notre entreprise, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'on est près du client,
ben, un gros salon, ça ne correspond pas trop à ce que c'est qu'on veut faire. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de s'inscrire sporadiquement à quelques salons, puis sélectionner, on choisit nos événements. Alors, en fait, j'aimerais vous demander si vous avez quand même des questions. J'ai eu une question pendant la pause, là-bas. Oui. Qui décide le pourcentage de boissons quand vous faites votre mélange, le saveur? On est beaucoup à décider. Oui. Oui, parce qu'on a un permis. Oui, mais je veux dire... Puis le permis nous dit qu'on a le droit entre 15 et 23 pour faire une boisson alcoolique. Le pourcentage de calories, 30%. Ah non, ça c'est nous autres. Ça c'est nous autres. Ça c'est complètement... Ah oui, oui, ça c'est interne. C'est interne. Non, non, mais je veux dire, le pourcentage d'alcool, c'est vraiment selon le permis qu'on a, puis selon le brassage. Puis, ouais, c'est vraiment nous autres. Ouais. Puis selon les fruits qu'on a, puis il y a des fois qu'on a brassé, là, puis on ne vous aurait pas fait goûter à ce qu'on a brassé, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Vous êtes des goûteurs aussi, là. Ben non, mais on n'est pas des grands buveurs. C'est pour ça. On n'est pas des grands buveurs, mais ce qu'on a de particularité, puisqu'on brasse, moi puis ma fille, c'est qu'on aime retrouver vraiment le goût du fruit dans la boisson. Et c'est ce qu'il y a de particulier. Vous pourriez avoir les yeux fermés puis dire quel fruit est dans les boissons parce que vous ne le goûteriez. Fait que c'est vraiment ça notre objectif. Si on garde cet objectif-là, puis si on a réussi à brasser comme ça, on a réussi. J'ai deux questions. En fait, combien de recettes, par exemple, pour un produit, combien de tests différents vous pouvez faire? Des fois, ça arrive du premier coup, Oui. puis des fois, ça arrive après la 3e, la 5e fois. Puis comme je vous ai dit, bien, on n'est pas tout seul à décider. Des fois, on veut essayer quelque chose, on envoie ça à la régie, ça ne passe pas, ça revient. Non, c'est pas de même que ça va être. Des fois, le pourcentage, ce n'est pas nous autres qui choisissons aussi. Des fois, pour une certaine boisson, on n'a pas le droit de mettre plus que 80 ou 20 d'aromates. C'est tout décidé. On n'a pas de marge de manœuvre tant qu'on veut non plus. Là. Puis je me demandais si vous avez des produits sans alcool. Les produits sans alcool, ça, je vous dirais, c'est une question qui nous est souvent posée. Mais si on s'arrête à y penser, bien, on verrait qu'après les gros investissements qu'on a faits, toute l'énergie qu'on a mis pour sortir des boissons alcoolisées parce que nos fruits ne se vendaient pas, comment on pourrait décider de faire un produit sans alcool qui se vendrait très peu cher? On n'est plus là. On n'est plus là, tout simplement. Il faudrait avoir du temps pour faire un produit sans alcool. Puis il faudrait aussi, penser aux moyens de conservation, tout ça. Puis les gens, de plus en plus, ils ne veulent pas avoir des produits sucrés, ils veulent que ça se conserve. Un petit peu comme des confitures. Chez nous, on n'en fait pas. Les confitures qui ne sont pas sucrées, ça ne se conserve pas. C'est qui fait la perte? C'est le producteur. Une confiture qui se conserve, c'est une confiture qui est sucrée. Ou si elle n'est pas sucrée, on la consomme tout de suite, on s'en fait une petite batte chez nous, puis on la mange, puis c'est fini là, tout est beau. Fait que, tu sais, les consommateurs sont un peu comme ça. Fait que si tu n'as pas d'alcool puis tu veux conserver un jus, il peut se mettre à fermenter. Tout ça, c'est pas... non, ça ne serait pas facile pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais le sirop de bouleau, tantôt, vous voulez parler. Sirop de bouleau, oui, je pourrais vous en parler. C'est vraiment le sirop de bouleau. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Ça goûte caramel fumé. C'est pas pour manger sur les gaufres, c'est pas pour manger sur les crêpes. C'est un aromate. Quand on veut donner le goût de caramel fumé. Si vous aimez les pétanques, en fin de cuisson, vous déglacez avec du sirop de bouleau. Ça va donner un petit goût caramel fumé à vos pétanques. Avec le saumon, c'est bon aussi. Il y a tout le temps des petits rouleaux dans nos arrangements, c'est des recettes. Faire mariner des filets de porc, faire des brochettes, des choses comme ça. Il y a le petit vinaigre de fleur de ciboulette rose que je vous parlais aussi avec, puisqu'il y a des recettes avec les deux qu'on peut mettre. Si vous aimez la crème fouettée, au lieu de mettre de la vanille, mettez un petit peu de sirop de bouleau. Ça va donner un petit goût caramel fumé à votre crème fouettée. Vous allez servir ça sur des fruits frais. Vous allez impressionner vos invités comme un grand chef. Puis, ça va être un petit peu de sirop de bouleau. Fait que c'est un peu ça. Il faut apprendre à cuisiner avec, puis il faut vraiment le mettre à la bonne place. S'il y en a des gens, peut-être dans le passé, qui ont acheté ça puis qui ont pensé manger ça avec le crêpe, là, ils ont viré de bord certains parce que le sirop de bouleau, ça a juste 4 de degrés Brix de sucre dans l'eau de bouleau quand on le récolte. Ça prend à peu près 90 à 100 litres
pour faire 1 litre et ça vaut 100 $ 1 litre de sirop de bouleau. C'est un produit haut de gamme, c'est un produit de luxe, c'est un produit que les chefs aiment travailler avec, mais c'est quand même un produit qui est concentré aussi. On en met un petit peu pour donner un goût. Tu devrais arrêter au 30, vous peviez vous prendre. Le merisier aussi, il y a plein de sèves qu'on pourrait faire plein de choses. Nous autres, c'est venu le sirop de bouleau parce qu'on entaille la plaine, on entaille les érables. On fait notre sirop d'érable chez nous. Puis le sirop de bouleau, il arrive juste après la récolte de sirop d'érable. Fait qu'on utilise le même matériel. On fait du sirop de bouleau aussi. Puis c'est un produit qu'on ne fait pas en très grande quantité non plus. C'est juste pour agrémenter. Quand on a des paniers corporatifs à faire ou des choses comme ça, on met nos produits, puis on n'est pas intéressé non plus à distribuer. C'est vraiment pour agrémenter la boutique. Ce n'est pas notre produit qu'on fait en plus grande quantité. Alors, c'est beau pour vous? Des questions? Moi, j'ai terminé. J'ai bien aimé ma soirée avec vous autres, de vous présenter ça. Ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que maintenant, quand vous allez passer en avant de notre petite boutique, puis notre grosse pomme sur le toit, bien, vous allez arrêter de nous voir, puis amenez vos amis, amenez votre visite. La dégustation est toujours en tout temps à la boutique. Puis j'ai les fiches explicatives. Puis c'est encore moi qui fais le service, fait que je vais toutes les renseigner comme il faut. Merci. Nous sommes au cœur de la municipalité de Périmoncan, juste en face de l'église de Périmoncan et sur la promenade, donc la promenade en fait qui commence ici en face de l'église et qui se poursuit jusqu'à la marina de Périmoncan, évidemment en bordure de la rivière. Et sur cette promenade, on retrouve le circuit qu'on appelle Périmoncan, une histoire au fil de l'eau, où il y a en fait 11 panneaux d'interprétation qui nous expliquent l'histoire de Périmoncan, de ses origines jusqu'à aujourd'hui, et qui nous fait prendre conscience en fait de l'importance qu'a eu la rivière Périmoncan à l'époque de la colonisation. Ce qu'il faut savoir de la rivière, c'est que c'est le plus important affluent en fait du lac Saint-Jean. La rivière est longue de 547 km, donc c'est quand même assez important comme cours d'eau. En fait, elle prend sa source là, dans des régions marécageuses au 52e parallèle, en fait dans les monts, à proximité des monts Otiche. Et en fait, ce qu'on peut dire de la rivière, c'est que la première fois qu'elle a été explorée, c'est en 1673, donc par des missionnaires jésuites, entre autres François de Crépiol et Charles Albanel, qui sont des missionnaires qui ont beaucoup exploré en fait la région ici. La première fois en fait qu'on envoie des gens pour arpenter une partie de la rivière, c'est en 1825 et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître aussi le nom Périmoncan, qui est en fait d'origine Innu, qui est un dérivé de Periwanga, qui veut dire rivière creusant dans le sable. Édouard Niquet, qui est considéré comme le fondateur de Périmoncan, c'est un industriel qui vient de Drummondville et qui décide en fait de venir s'installer ici à Périmoncan sous l'insistance du fameux curé Labelle, donc à l'origine évidemment des Laurentides et de la colonisation en fait au nord de Montréal, entre autres. Lui en fait, Édouard Niquet arrive à Périmoncan vers 1888, vient défricher un petit peu, mais il ne s'installe pas tout de suite à demeure ici. Donc, il faut attendre 1895 avant qu'il s'installe à Périmoncan de façon définitive. Et il va ouvrir une scierie aussi à Périmoncan même. 1899, il donne en fait un lot à la communauté pour faire construire la première chapelle de Périmoncan. Et il faut attendre 1903, en fait, pour que Périmoncan soit érigé en paroisse. Il faut attendre en 1911 pour que le gouvernement du Québec déclare officiellement la municipalité de Périmoncan
qui compte à ce moment-là 401 habitants. Maintenant, on se transporte dans un autre secteur près de Péribonka, le secteur de Vauvert. En fait, ce qui est intéressant de Vauvert, c'est vraiment les frères ouvriers Saint-François de Régis qui sont allés s'installer à cet endroit-là en 1907. Les frères, ce sont des exilés de France. En fait, ils ont été, à cette époque-là en France, il y a des actions anticléricales qui se font fréquemment et cette congrégation-là décide d'émigrer ici et ils se retrouvent dans le secteur de Vauvert. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fonder un orphelinat. Donc, ils vont amasser les jeunes qui n'ont plus de parents et ils vont les former. Donc, ils vont les former à quoi? Ils vont les former, en fait, au travail de la ferme. Ce qu'il faut savoir de ces frères-là, c'est qu'ils avaient vraiment de grandes connaissances au niveau de l'agriculture. Et entre autres, on dit que c'est eux qui ont propagé, en fait, la culture de la pomme de terre dans le secteur-ci, qui est une culture, en fait, qui se prête bien au terrain sablonneux que l'on trouve ici dans le secteur de Péribonka. Donc, on se tourne vers un autre secteur de Péribonka, Saint-Amédée de Péribonka. Donc, c'est un village qui était situé à l'époque aux environs, en fait, de la halte routière qu'on croise quand on part de Péribonka vers de Beaume-Cessny, sur le bord de la rivière Péribonka. Donc, en fait, pourquoi il y avait un village à cet endroit-là? C'est qu'il y avait une usine de pâtes et papier très florissante, donc au début des années 1900. La pulperie va être très bien, en fait, va être florissante pendant un certain temps, mais malheureusement, il y a un incendie qui se déclare dans l'usine. Donc, on est en 1907, ce qui va effectivement complètement venir miner en fait les activités de la compagnie et ils vont décider de ne tout simplement pas reconstruire. Donc évidemment, avec la non-reconstruction de l'usine de pâte et papier de Saint-Amédée de Péribonka, c'est la municipalité, en fait, le village qui s'était créé autour de cette usine-là qui va aussi fermer ses portes après le désastre de l'incendie. Donc, évidemment, une caractéristique très importante de la rivière Péribonka, c'est sa puissance hydroélectrique. Donc, nous savons qu'il y a eu plusieurs aménagements hydroélectriques sur la rivière Péribonka au fil des années. En fait, ce qui explique ça, c'est vraiment la conjoncture mondiale. En fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui fait en sorte que la demande en aluminium augmente très rapidement. Et Alcan, qui est déjà établi évidemment dans la région, vont décider de développer leur potentiel hydroélectrique pour pouvoir fournir davantage d'aluminium, produire davantage d'aluminium. Et là, Alcan va faire des premiers aménagements en fait de retenue d'eau. Donc, on parle dans les années 1940. Donc, les premiers aménagements vont avoir lieu au lac Manoine et aux passes dangereuses. Et ensuite, ils vont accentuer en fait leurs travaux, même si la Deuxième Guerre mondiale se termine, la demande en aluminium continue tout de même de croître avec la modernisation, l'industrialisation qui s'accentue. Et Alcan va décider de mettre en place, de construire des centrales hydroélectriques de plus grande envergure. La position géographique de Péribonka va aider en fait à positionner Péribonka comme étant le carrefour de la colonisation au nord du lac Saint-Jean, à l'époque évidemment de la colonisation, donc fin 19e siècle, début 20e siècle. Et c'est la Société de rapatriement et de colonisation qui va aider à cette époque-là les colons à venir s'installer sur des nouvelles terres. Autour du lac Saint-Jean, c'est Roberval qui domine la vie sociale et économique de la région. Et Péribonka, évidemment, va devoir se sortir de l'isolement, entre autres par les voies navigables.
Donc, évidemment, le transport nautique va être le moyen, en fait, pour transporter, oui, les biens, pour transporter les gens aussi. Donc, à cette époque-là, évidemment, plusieurs personnes font l'aller-retour Péribonka-Roberval sur, dans un premier temps, l'Arthur, qui va être le premier bateau construit par Édouard Niquet, et dans un deuxième temps, oui, le Nord, qui va être le deuxième bateau qui va être construit par Édouard Niquet. Au début, en fait, il n'y a pas nécessairement de quai. Il faut attendre 1910 donc, pour que le premier quai de Péribonka soit érigé juste en face de l'église. Donc, l'église actuelle a toujours été l'emplacement, en fait, des églises antérieures. Donc, le quai se trouvait directement en face de cette église-là. Et peu à peu, dans les années 1920, Péribonka va perdre un peu de son importance et la ville de Dolbeau va plus dominer, en fait, le commerce et les voies nautiques, si vous voulez, le transport par voie nautique. Péribonka va perdre effectivement de son importance à ce moment-là. Alors, le dernier panneau d'interprétation qu'on retrouve sur le circuit Péribonka, une histoire au fil de l'eau, c'est celui où on parle d'une communauté en évolution. Évidemment, les secteurs d'importance ici aujourd'hui à Péribonka sont la pomme de terre, la culture de la pomme de terre et le tourisme. Donc, je suis très contente de vous avoir présenté aujourd'hui le circuit historique Péribonka, une histoire au fil de l'eau. Nous vous invitons évidemment à découvrir notre belle municipalité, la municipalité de Péribonka, et à profiter en fait de cette vue magnifique. Et évidemment, pour en savoir plus sur l'histoire, vous pouvez visiter le musée Louis-Aymon qui est ouvert à l'année, donc en période de basse saison du mardi au vendredi, entre 9h et 16h, et en période de haute saison, de tous les jours, en fait, de 9h à 17h. Donc, c'est une invitation.